Tout d'a- Tout d'abord, merci d'être présents si nombreux pour cette conférence de rentrée qui succède à une conférence organisée il y a peu de temps avec les Deus, avec Paola Vigano et Bernardo Secchi, qui était également un grand succès. Une conférence également, une journée de conférence qui s'est tenue la semaine dernière, toute une journée avec les partenaires européens, italiens, suisses, autrichiens et russes et français, qui nous ont présenté toute la journée des reconversions de friches industrielles ou de bâtiments industriels en édifices culturels. Et donc nous inaugurons aujourd'hui avec Carmen Piguem, en tout cas merci de votre présence, de l'agence RCR que vous présentera Dominique dans un instant, le cycle de conférences propre à l'école, donc un cycle qui va comporter 17 conférences. Donc ce soir, donc, l'agence RCR, dans très peu de temps, le 23 octobre à 18h30, dans le cadre des journées de l'architecture, nous aurons Jamel Medawi, qui est un ancien diplômé de l'école d'architecture, Bradley Kligerman, qui nous feront une conférence qui s'appelle Céramique, qui porte sur les machines virtuelles et les machines réelles, et l'interconnexion entre les dispositifs de capteurs, les dispositifs de modélisation informatique et les dispositifs de production, notamment les imprimantes 3D. Et donc comment on met tout ça en interconnexion pour faire de la conception en architecture. Le 12 novembre à 20h, nous accueillerons André Kempe et Olivier Thiel, donc, qui sont une agence d'architecture basée à Rotterdam et qui exercent dans l'Europe entière. Donc ce sera notre troisième conférence. Vous pouvez également retenir la date du 21 novembre, puisque le 21 novembre, nous inaugurons une exposition sur l'histoire de l'école d'architecture de Strasbourg. Cette école, je vous le rappelle, a été créée en 1921 à Strasbourg. Et donc, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage sur cette histoire, nous lançons une exposition. Le 25 novembre, nous allons accueillir Alain Bublex, qui est un plasticien qui travaille essentiellement sur les transports et l'architecture et qui interviendra dans le cadre d'un colloque. Lequel colloque est intitulé « La cité en devenir se fera-t-elle sans les artistes ?» Et donc, je vous invite également à ce dispositif. Et enfin, pour en finir sur les présentations du premier trimestre, parce qu'ensuite on recommence en janvier avec, je crois, comment s'appelle-t-elle, Christiounes, donc qui est philosophe. Nous aurons une conférence en décembre de Rudy Ricciotti, donc qui sera présent. Voilà. Et pour la suite des... Donc voilà, pour le cycle qui débutera à partir du mois de janvier, je vous invite évidemment à suivre notre programme de conférences sur le site de l'école, sur le site web, sur la page Facebook de l'école ou sur Twitter. Donc tous ces événements seront en particulier annoncés. Et en tout cas, vraiment, je voulais encore dédier en notre nom collectif cette conférence de rentrée, comme il est d'usage chaque année, en particulier aux étudiants de première année. Voilà, bonne soirée. Alors bonsoir mesdames et messieurs. L'école d'architecture de Strasbourg est très heureuse d'accueillir madame Carmen Piguem, ici présente, prénom dont l'initiale constitue le cœur même de l'agence espagnole RCR, dont les autres membres ne sont autres que Rafael Arenda et Ramon Vilalta. Une agence catalane installée à Olot depuis 1988 sous le nom de RCR Architecte. Je suis ravi de vous compter parmi nous, madame, d'autant plus ravi puisque votre venue coïncide avec l'ouverture de notre cycle de conférences annuelles, une première également pour notre nouvel amphithéâtre, inauguré récemment. Le parcours de l'agence RCR est remarquable à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'appuie sur une implantation locale, la majeure partie de vos projets étant construits en Catalogne, très proche d'Olot. Un ancrage local qui vous a tout d'abord permis de mûrir votre vision de l'architecture avec des projets de taille modeste, mais desquels transparaît beaucoup de rigueur et de précision. Il me semble qu'au sein de votre production, on ne peut jamais dissocier l'architecture et le paysage. Les deux sont extrêmement liés, imbriqués l'un dans l'autre.
Les bâtiments que vous avez dessinés prennent toute leur qualité dans la matérialité qu'ils offrent. Votre signature, si je puis dire, se traduit par un abondant travail sur le métal, matériaux, qui donne à lire cette finesse, cette précision, qui fait que l'on a cette double impression d'être confronté à des bâtiments alliant à la fois densité et légèreté. Mais ce qui fait aussi la force de votre architecture, c'est cette invention d'un nouveau rapport à la lumière, rapport qui utilise brillamment les effets de contre-jour. Vous l'avez compris, madame, nous sommes tous là pour vous écouter. C'est pourquoi, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Peut-être on peut baisser la lumière. Oui. Bonjour. Je suis contente d'être ici. Merci pour votre accueil. Encore, oui, encore un peu. Merci. Bon, merci de votre accueil, mes félicitations pour votre nouvelle salle. Bon, je suis là pour vous raconter un petit peu notre histoire. Dans l'écran, on peut voir un peu notre fils préféré. Bon, je vais parler en français, c'est pas très bon mon français, mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me demandez n'importe quand, hein, s'il vous plaît. Donc, on voudrait bien parler de nos outils, et on pense toujours que ces bébés préférés que l'écran montre en ce moment, c'est les premiers projets ou les premiers concours qu'on a fait. C'est un concours national qu'on a gagné pour un phare. Donc, cette maquette de la structure de ces phares, elle montre assez clairement les deux points de force de notre architecture. Nous pensons toujours que notre deux axes de force les plus importants, ce sont d'un côté les programmes et de l'autre côté, c'est les sites. Donc, pour nous, quand on parle des programmes, on pense toujours que c'est toujours la réponse qu'on doit donner pour qu'est-ce qu'on doit faire. Donc les architectes, nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ces cas-là, c'est un phare. Et où on doit faire cette chose-là? Et dans ces cas-là, c'était aux îles Canaries. C'était dans une falaise en face d'Iteide. Donc c'était de l'autre île, de l'île qui est en face, c'était le Grand Canaria, et qu'elle est en face de Tenerife. Donc quand on pense au programme, quand on pense au concept, on pense toujours d'aller un peu à les racines de ça, de penser surtout dans une tabula rasa. De ne partir pas de la typologie, de ne partir pas de ce qu'on connaît déjà, de penser plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière de ça. Donc à la fin, on a vu, on a entendu qu'un phare c'était un fait. Les phares, ils ont né comme un fait sur la plage pour montrer aux bateaux qu'il y avait la côte là. Donc un phare, ce n'est qu'un fait, ce n'est qu'une lumière. Donc un phare, ce n'est pas un tour. Hein? Parce que quand on cherche dans les dictionnaires, qu'est-ce que c'est qu'un phare? Il dit c'est un tour, ta. Donc pour nous, c'était plutôt ce fait, cette lumière, ces points de lumière pour faire les habits aux gens du mer. Donc on a décidé de prendre une main qui soutenait cette lumière et que cette main partait du bout de la falaise.
pas de monter une tour au-dessus de la falaise. Donc, dans un certain esprit, on dirait que cette pièce-là, elle résume assez clairement ces deux points de force de notre architecture. Qu'est-ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on doit travailler. Il faut dire aussi que nous habitons dans un endroit qui s'appelle La Garrocha, que c'est un endroit un peu particulier dans l'Espagne, dans la Catalogne, parce que c'est une région volcanique. Donc ça, c'est un paysage assez doux. C'est un paysage que on dit naturel, mais ce n'est pas vraiment naturel. C'est un paysage qui est le résultat de la nature et des hommes. Donc c'est un paysage humanisé. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Et au fond aussi, on voit les Pyrénées. Donc c'est un paysage assez particulier avec tous ces petites collines de volcans, avec des forêts assez jolies. Il faut toujours comprendre bien que nous sommes nés là et nous travaillons là, nous habitons là. Donc pour nous, c'est vraiment une présence assez forte qu'on pense vraiment que ça nous a apporté beaucoup de choses. Nous étions tout jeunes quand on a commencé, non? Donc le nom de l'agence, RCR, ça vient de Raphaël, quand Seca il est au centre, Carmen, moi-même, et Ramon qui est à droite. Donc on était très jeunes, avec cette image du phare à l'arrière. Et on a commencé à grandir peu à peu, avec des cheveux blancs à la fin. Hein? Hop. Pardon. Il faut dire que nous sommes plus que 3, bien sûr. Et le 2008, on s'est déménagé du bureau. Voilà, hein, ces cheveux blancs à côté de la neige. Bon. Non, après 25 ans, ça change. Et nous sommes déménagés dans une nouvelle agence, que c'était la siège d'une ancienne fonderie, une fonderie qui faisait beaucoup de cloches. Et aussi, ils ont fait beaucoup de sculptures en bronze. Donc, c'est un espace que pour nous, il avait une atmosphère très spéciale, qu'on aimait beaucoup, et qu'on a décidé de s'installer là, de travailler là, et même de réserver des espaces, parce que maintenant, nous avons une fondation pour faire des événements culturels. Donc, on entend aussi l'architecture comme quelque chose de très, très large. Donc ça, c'est notre agence. Ici, on voit devant notre bureau et on voit à l'arrière les bureaux de nos collaborateurs. Nous nous sommes installés dans cet espace. On n'a presque rien touché et on n'a mis que cette table en porte-à-faux et on a mis cette pièce à côté pour avoir les papiers et ces choses-là. Donc même si nous sommes au centre-ville, quand on rentre là, on est plutôt dans un endroit un peu isolé, très calme, avec un contact aussi avec la nature, que ça toujours nous attire beaucoup. Hein. Ça, c'est l'entrée. Le tout petit jardin qu'on a là. La grande salle que nous réservons pour les événements culturels. On a encore toutes les traces de la fonderie, les fours, beaucoup de choses. On essaie de ne pas perdre cette atmosphère qui nous attirait beaucoup quand on a vu cet espace. Et au fond, au jardin, il y a aussi un petit pavillon qu'on aime, on dit le pavillon des rêves,
qu'on aime aller là pour travailler très isolé ou pour avoir des réunions avec plus de gens, ou même si on a un grand projet pour pouvoir bien les mettre en place et les discuter. Donc un peu, nous sommes là, hein, nous travaillons là et nous sommes très contents. Il faut dire qu'on voulait un peu aussi vous présenter un peu nos outils. Hein. Il faut dire que chaque outil apporte des informations différentes dans les processus. Donc, il n'y a pas une seule manière de travailler, c'est plutôt une attitude. Il y a des outils qui nous aident pour arriver à avoir des atmosphères spatiales, que c'est ça qui nous attire. De pouvoir faire des espaces avec des atmosphères qui attirent, qui émouvent, que quand ils les perçoivent, ils te touchent. Donc, ce n'est pas des espaces que tu peux parcourir sans rien sentir, c'est plutôt des espaces qu'on essaie de te faire sentir quelque chose. On aime beaucoup de faire des esquisses à la main avec couleur, avec de l'encre, pardon, avec de l'encre et avec les crayons. Et ça peut se faire en différentes couleurs. Ils ont la puissance de montrer d'une manière très, très facile, mais en même temps très communicative, la force du concept, ces parties du projet. N'importe pas, même si c'est les parties du projet ou si c'est même un détail, mais ce sont ces dessins très, très rapides qui nous montrent tout d'un coup qu'est-ce qu'on cherche et qu'on essaie du début jusqu'à la fin de ne pas perdre cette essence. Donc pour nous, c'est très important, après tous les parcours, d'avoir à la fin la force ou la puissance de ces premiers dessins, de ces premières esquisses qu'on aime de faire sur les projets. On peut dire une façade, on peut dire un concept, n'importe quoi. Là, par exemple, ce sont des esquisses de mise sous l'âge. Et on voit toute cette énergie qu'elle rentre dans les processus, dans la manière à penser, qu'est-ce qu'on veut avoir, où est-ce qu'on veut arriver. Même aussi, on aime faire des images du projet. Ça, c'est un render, non? Ce n'est pas une image. Et toutes ces images-là nous aident beaucoup à voir arriver l'atmosphère qu'on essaie d'avoir ou qu'on aimerait avoir. Donc c'est un document, c'est pas pour présenter. La première fois que nous ont demandé de faire une image 3D, on s'est dit, c'est horrible de faire ça. Mais on a
commencé à y travailler et on a vu que même ça nous apportait d'autres informations. Donc de là, on pouvait faire on pouvait se rapprocher de l'atmosphère des espaces qu'on aimerait avoir à la fin. On peut là exprimer la lumière, les reflets, la texture, les couleurs. C'est-à-dire on va travailler pour attraper ces concepts puissants qu'on peut avoir dans une esquisse et cette atmosphère si suggérante qu'on peut avoir dans une image comme ça. Même après aussi, on travaille avec des maquettes. Et les maquettes nous apportent plutôt la volumétrie, les relations entre les pièces. Donc, je vais dire ça qu'un peu chaque outil nous apporte des informations différentes. Par exemple, cette image-là, c'est du même projet que cette maquette-là. Donc, c'est pour voir comment ces espaces d'architecture, on peut les attraper en travaillant sur différents éléments. Nous, même on voit des maquettes avec des matériaux très différents. Ça dépend même si c'est dans une étape plus initiale ou plus du dernier moment. Et maintenant, on rentre de cette maquette-là, on rentre dans un projet que c'est un projet de cave. Donc c'est un projet que pour nous, c'était très important de comprendre bien qu'est-ce que les vents avaient besoin et même de comprendre bien cet endroit, que c'était très joli, qui regarde au fond, on ne voit pas très bien, mais regarde au fond la mer. Il est dans la fin de la montagne et au bout d'un balai qui va jusqu'à la mer. Et cette pièce-là s'est posée aux côtés de cette limite entre la forêt et la vallée, pour avoir les vignes et pour avoir un espace enterré, très calme pour les bains. Il y a un chemin qui nous amène à l'intérieur, dans la salle pour goûter. C'est une salle elle est enterrée, mais en même temps, elle a ces rayons lumière, mais ce sont aussi des rayons d'air. Donc là, il plaît. Donc tu rentres dans un espace très, très sombre. Tu peux sentir la puissance de la terre qu'on doit retenir, mais aussi la possibilité de même si tu es à l'intérieur, d'avoir cette relation avec l'air, cette relation avec la pluie, avec la lumière. Et pour nous aussi, c'est toujours très important cette relation avec les paysages. Ça, c'est l'image d'une maison qui se pose dans le but d'un talus. Donc ça nous a fait penser beaucoup à faire une implantation comme si c'était des traces que l'eau et les vents ils ont fait dans ces paysages. On dit l'eau il a fait quelques sources là
Et après, il y a les roches qui restent, non, dans cette position de talis. Donc il y a une valorisation très, très forte du site. De l'autre côté, on voit comment cette roche, elle tient là, puissante, et comment l'air, l'eau, elle peut bien sûr passer par là, comme si c'était une érosion naturelle de ce site. On y arrive par un chemin très, comment on dit, très caché. Et on a des relations très, très fortes du paysage d'un côté et de l'autre. Même là, c'est la piscine, mais ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup dire là, non? Parce que c'est plutôt comme l'eau, si la pluie, il a été retenu dans cette point bas, dans cet espace-là. Et comment on croise les visions d'un côté et de l'autre, et comment on aime beaucoup de faire des cadrements du paysage. On n'aime pas voir tout d'un coup, on aime toujours découvrir l'espace, encadrer les paysages, donc d'avoir une perception de l'espace petit à petit. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on aime de présenter, on préfère toujours d'amener, de faire un parcours et de découvrir tout ça petit à petit. Donc même c'est les paysages qu'on aime de les voir aussi petit à petit, parce que comme ça, il prend plus de valeur. C'est pas quand on voit tout que ça nous donne la valeur, c'est plutôt quand on dit, bon, il faut regarder là, il faut prendre ces points-là, qu'après cet espace-là, ces coins-là, ces paysages-là, il prend son valeur. Et même, on aime beaucoup de faire des réponses différentes, parce qu'on aime toujours avoir cette relation que je vous disais avec les programmes et les sites. Donc ça, ces projets-là, il s'agit d'une crèche. Et bon, c'est une crèche que, vous voyez, il y a la rue qu'elle monte. Donc vraiment, la toiture, c'était vraiment une façade à voir. Donc on a pris cette crèche comme une boîte de crayons à couleur pour les petits enfants. Donc même les enfants, quand ils descendent par la rue, par là, s'ils passent ses doigts en suivant le mur, parce que ça, les enfants ils aiment beaucoup faire ça. Donc, cette pièce-là, ces poteaux, ces cylindres, ils tournent. Donc, dans une certaine manière, les bâtiments, ils réagissent aux enfants ou aux personnes. Donc, ce n'est pas une relation, bon, je suis là, tu es là, non. Nous sommes tous là et on a des interactions. Et après, c'est joli aussi de voir comment tu prépares des espaces. Et après, chacun, avec son regard, lui apporte une autre valeur. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup ces images de Marchesinski. C'est un ami à nous, architecte français, qui habite à Paris et qui aime beaucoup de faire des photos. Il s'est dit à soi-même, je suis le poète des images. Non? Mais c'est joli de voir comment, après, chacun, il a sa propre perception des espaces. Donc là, lui, dans cette crèche, il a vu toutes ces couleurs, toute cette beauté, que ça nous apporte des choses aussi à nous. Chaque regard est différent et les regards nous apportent à chacun des informations particulières. On dit toujours qu'une réponse vient de la question qu'on pose. Donc il n'y a pas de réponse
absolutes, ce sont des réponses toujours relatives aux questions. Donc notre regard, c'est très important. Qu'est-ce que nous demandons? Et après, comme ça, on a une réponse. Et cette réponse-là, elle est très relationnée, elle est très particulière à chacun. Donc c'est toujours une relation entre toi et l'autre, ou entre toi et l'espace. Il y a toujours une réaction, une relation que c'est particulière à chacun. Donc après, c'est joli même pour nous de voir comment chacun réagit de manière différente. Et maintenant, il s'agit d'un projet que c'est très particulier parce que c'était de faire une place couverte dans le site d'un ancien théâtre. Le théâtre, il s'appelait La Lire, et la place, il a pris son nom. Donc, c'était de faire une place couverte. Et on a décidé même dans les concours qu'on a gagnés, à la fin, on a bâti la place, de faire aussi une passerelle qui traversait la fleuve. Donc, c'est un espace qui essaie d'un côté de faire un espace en ville et en même temps de faire un espace sur le paysage et de comment faire cette relation entre ces deux mondes et aussi comment encore réagir avec l'évocation du site. Donc là, on peut encore un peu, dans les structures, comment cette place a été faite, on peut encore sentir l'espace du théâtre. On dirait qu'on est dans les théâtres. Et en ce cas, ce sont les gens de ville qui sont les acteurs de cet espace. On a mis la verdure, on a mis la lumière, mais on a essayé de faire sentir cette relation entre les paysages et entre la ville, et sans perdre, je répète, cette évocation du théâtre. Donc après, la manière comme cet espace a été couvert, on a toujours ces rayons lumière qui changent à chaque moment. Donc elle n'est pas toujours la même, elle change à chaque instant. Maintenant, ça va être très joli parce que cette pièce-là, elle va être montrée à la prochaine Biennale de Venise. Et dans le cadre de cette exposition, ils vont faire, dans tous les bâtiments qu'ils vont montrer, ils vont faire une photo chaque jour à la même heure, du même endroit. Donc, ce sera très joli d'avoir ces 365 photos, on dirait les mêmes photos, mais pour découvrir qu'elles sont toutes 365 différentes. Moi, j'ai envie beaucoup de voir tous ces résultats. Ils vont commencer à prendre la première photo le 23 novembre, donc c'est très près. Et après, sera possible de voir toute cette photo-là avec une caméra qui va être fixée, de voir comment chaque jour, ça change. Et maintenant, on va
on va rentrer dans un projet que je vais expliquer mieux. Hein. On a vu des outils, on a vu partiellement des projets pour comprendre des éléments et des concepts qui nous accompagnent. Et maintenant, on va vous expliquer un projet d'une manière plus complète, on dirait. Donc, il s'agissait de faire une salle de fête à côté d'un restaurant que nous avons fait il y a 10 ans, un restaurant qui s'appelle La Scholes. Ils voulaient avoir une salle de fête. Et donc, pour nous, c'était très important de penser de faire comme s'il s'agissait de faire une fête à la forêt, de faire une fête plutôt au dehors, pas dans un endroit très fermé. Et on avait ces références, comme celui-là, de faire une fête à la forêt. Ça, c'était une peinture à Paris, Musique-Tuileries d'Edouard Manette. Et ça, c'est dans une fête à Olot, une fête locale, il y a longtemps, à côté du fleuve. Mais il y avait un peu cette histoire de ces fêtes à l'extérieur, de ces fêtes à la forêt ou au champ. Et même encore, il y avait un peu ce concept de fête. Et en même temps, pour penser comment couvrir ça, il y avait aussi cette référence que là, chez nous, c'était très commun avant, quand c'était la fête du village, de faire un petit espace couvert en plastique ou avec tous ces lignes-là, non, avec toutes ces pièces-là, pour donner cette notion d'espace. Non? Donc c'était des références parce que quelquefois, toujours, on essaie d'avoir des références conceptuelles, plus que formelles ou plus que typologiques, d'avoir des références plus conceptuelles. C'était ça que je vous parlais avant du programme. Donc il faut faire une salle de fête, comment on doit le faire, mais on ne part pas de la salle de fête telle qu'elle est, on pense comment on peut faire la fête. C'est ça, c'est d'aller toujours au début à la racine du concept. Donc on a décidé de faire cet espace, de faire un espace avec des arbres, de faire une forêt pour faire les fêtes. Dans cette image-là même, je trouve que il y a aussi beaucoup il se ressemble beaucoup à cette esquisse, même qu'il montrait la conférence, cette esquisse que montrait la conférence comme utile, non? Que ce sont ces lignes, ces berres, toute cette ambiance qu'on peut avoir là, cette fête à Olot. La forme de la toiture, ça vient de... il y a cette pièce, ce tube métallique et son poids propre, non? On dirait son propre poids, ça nous donne cette forme, cette caténaire. Donc c'était un espace qu'on a voulu un peu réserver de tout ce qui s'est passé aux alentours. Donc on s'est mis un peu en dessous, on a retiré toutes les pierres qu'elles étaient là, et après on les a cassées, elles sont revenues au site pour faire l'Italie et même pour faire les sols et tout ça. Donc on a retiré les roches, on les a coupées, elles sont revenues au site. Donc c'est à la fin un peu cette forêt qu'on vient faire de fête là.
On voit cette section, hein, c'est les premiers plans qu'on voit. On fait aussi beaucoup de plans, vous allez voir, hein, beaucoup de plans techniques très bien dessinés, très précis. Et c'est de voir comment cette forme de la toiture, c'est ce que je vous disais avant, tout cela, c'est la forme que ça prend pour les proies du tube. Voilà quand ils étaient en train de travailler. On ne voit pas très bien ces plans, mais ça c'est les plans de cette salle qu'on voyait. Donc on a toute cette pièce-là, que ce sont des patios, là où il y a les arbres, toute cette partie-là. Et après il y a toute cette pièce pour faire... ici c'est l'entrée. Là il y a un espace pour faire des cérémonies, si est-ce que quelqu'un veut même se marier là. Après là, c'est un espace pour apéritif, là, c'est l'espace pour danser. Et puis là, il y a l'espace pour s'asseoir et manger. Et c'est bien parce qu'avec tous ces patios, on coupe l'espace. Donc, s'il y a plus de monde, on peut occuper tout. S'il y a moins de monde, on occupe quelque part. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans un espace vide si c'est une fête qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On ne voit pas très bien là. Et après, on a tout cette, comment faire tous ces murs-là, toute cette texture, non, qui sont plus rides, plus fines, non. Mais c'est dans toute une palette qu'on regarde assez bien comment travailler avec cette pierre d'ici. Parce que c'est une pierre, c'est très joli parce que c'est basale, non, c'est la pierre volcanique. Là, on voit même Raphaël en train d'essayer comment trouver la texture. On ne voit pas très bien, c'est dommage, parce que là, il y a tous les détails de comment tous ces types, ça marche, comment la lumière, bon, comment tout ça c'est fait pour se construire, avec beaucoup de détails. On ne voit pas bien. Et comment tous ces patios, ils ne sont pas été fermés avec du verre, mais plutôt d'un plastique qui s'appelle FT, et que là c'est très commun de l'utiliser dans les usines pour faire de portes, pour séparer différentes ambiances. Donc ça nous donne des reflets très particuliers, plus denses. Là c'est la partie pour les toilettes, non? Donc on voit ces murs-là assez rides là. On a aussi la lumière, ça c'est extérieur, donc ça c'est très ventilé. Et même quand on est dans la toilette, on voit aussi ces talus en pierre. On est aussi à l'extérieur. On a cette relation avec le ciel. Donc on a toujours cette forte relation avec la nature. Mais quand on parle de nature, on ne parle pas seulement des arbres ou de l'herbe ou de la verdure. On parle de la nature en sentant plutôt l'air. C'est dans un sens plus large que quand on parle de la nature. De faire partie un peu plutôt de l'univers. Et ça, c'est ce que je vous disais, non? Qu'avec ces plastiques-là, il y a des reflets plus denses, ils sont moins nitides. Donc ça nous donne aussi tous ces moments magiques avec la lumière, les pierres, les arbres. Et on attend que ces arbres poussent et qu'ils font encore plus d'ombre sur tout l'espace.
Et là, nous sommes en France, nous sommes à Nègrepelisse. Il est très près de Montauban, peut-être vous connaissez. Et là, il y a un ancien château, les ruines d'un ancien château, et qu'ils voulaient faire avec ces ruines un espace pour l'art, autour du thème de la cuisine. C'est joli hein, là, parce que il y a la fleuve en bas, les pierres, non? Donc là on a la fleuve, les ruines du château et les petits villages qui viennent là. Et les projets, qu'est-ce qu'on a fait avec ces projets-là? On a pensé que c'était bien de dire on ne peut pas détruire les châteaux, jamais, mais on ne veut pas penser que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On voulait même ajouter, comme toute l'histoire, un autre moment à ces châteaux-là. Je vais voir. Non, je reste là. C'était pour nous très important aussi de voir comment ces programmes, ils pouvaient, on disait, activer la cour. Donc maintenant, il y a tous ces murs autour, il y avait les donjons anciens. Là, les murs, c'est trésor. Ici, il y a des étages. Mais comment faire vivre à nouveau les châteaux? Donc, c'était un concours à 3 et les autres des projets, ils ne voulaient pas toucher les châteaux, laisser les ruines telles qu'elles étaient. Et nous sommes mis dans les châteaux en disant, bon, c'est une nouvelle étape. C'est comme le paysage qui a été fait par les hommes et la nature, non? Comme tous les champs, c'est lui qu'ils font des terrasses pour avoir des espaces à travailler. Donc, même on voulait activer la cour et on a mis programme d'un côté et de l'autre côté pour dire si on rentre par là, on active la cour. On fait sentir à nouveau cette place du château comme un espace vivant, comme une place pour des activités. Donc de vivre dans les châteaux et de le faire sentir vif à nouveau. Là, il y a les programmes pour la cuisine, la salle d'exposition, une salle pour faire petites conférences, présentations. Là, il y a la partie pour les enfants, s'ils viennent faire des petits ateliers. Là, il y a la partie administrative. Et là, les donjons, il est réservé pour qu'un artiste, il fait des stages là pendant, il faut voir, 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc, Nègrepelisse, ils vont inviter un artiste pour qu'il puisse travailler pendant une période dans cet espace-là pour produire des pièces d'art. Donc, les enfants qui viennent là, ils pourront bien voir comment cet artiste il travaille et tout ça. De ce côté-là, on va, cette pièce qui descend, cette pièce pour faire des conférences, et là, c'est des espaces services. Non, ça c'est cette cour-là qu'on voulait bien activer avec la partie exposition et la partie enfants et administration et au but pour faire, même si on voulait faire de la musique ou pendant les fêtes du village, de que ce soit une cour ou une place pour faire des événements. Maintenant, il est en train de
de construire. Il va se finir en 6 mois, il va être fini. Et comment on laissait toute la ligne des ruines telles qu'elles étaient et on monte tout ça. Mais on ne voulait pas, dans cette nouvelle stade, de perdre cette vision que maintenant on avait de voir tout autour. Donc même l'architecture se pose là, mais elle essaie de ne pas couper cette vision du paysage. Et maintenant, bon, je vais vous expliquer les musées Soulages parce que nous pensons que même ici, en France, bon, peut-être nous sommes connus comme les architectes du musée Soulages. Il faut dire que c'est une histoire un peu d'amour parce que on aimait beaucoup la peinture de Soulages et cet ami à nous que je vous ai dit qu'il nous a fait pas mal de photos, Chesinski, il nous a dit il va sortir un concours pour les musées Soulages. Ils vont faire un musée dédié aux peintres Soulages, il faut que vous y allez. Et nous, nous avions l'habitude plutôt de travailler près de chez nous. Mais c'était vraiment une occasion très spéciale pour y participer. Après un an qu'il nous a annoncé ça, le concours il a été annoncé officiellement. On s'y est présenté, on a été retenu pour faire le concours. Il a été un concours à 4. Il y avait des architectes français, un architecte japonais et nous. Donc il y avait des architectes français, des architectes d'ailleurs. Et on a gagné les concours. Donc c'était vraiment pour nous, c'était la fête. C'était le premier concours qu'on faisait ailleurs. Et c'était un concours pour faire les musées Soulages. Donc pour nous, c'était vraiment une histoire très spéciale. On espère aussi finir les bâtiments à la fin d'année. Et après, il faudra faire tout le temps de scénographie. Donc les musées, il va s'ouvrir officiellement au printemps prochain. Donc il arrive petit à petit. Il faut dire qu'il a été très dur pour nous de travailler en France parce que c'est très différent la procédure qu'on suit ici en relation à la procédure qu'on est habitué de faire en Espagne. Mais en tout cas, ça a été un défi et on y arrive petit à petit. Nous sommes contents. Je ne sais pas si vous connaissez Rodez. Rodez, c'est la ville natale de Soulages. Et c'est une histoire. Il y a tous ces fleuves-là, c'est l'Aveyron, qui donne tout cet entourage à ces pitons-là, à ces points trésors avec la cathédrale. Et puis il y a ces parts du Forêt qui viennent tout au bout. Et il y a beaucoup de relations entre cette pièce historique, des nouveaux quartiers. Il y a beaucoup de relations. Même il y a aussi une vision du paysage lointain très intéressante qu'on ne voulait pas perdre. Donc là, il y a eu il a été très difficile de trouver cette position dans cet espace-là, de vraiment attraper ces sites et même d'attraper l'idée que Pierre Soulages il avait, qu'il voulait vraiment un musée dans les jardins. Donc il y avait un site très particulier. Il y avait ce désir du peintre d'avoir un musée dans les jardins. Donc, avec ces deux histoires,
on a bâti ces projets-là. On a laissé les parts du foyer, on voulait laisser vide, on ne voulait pas occuper là, et on a cherché de se poser dans cette limite, là qu'il y a un toit assez important, et de faire ces bâtiments-là avec des fenêtres qui ne cachaient pas la vision lointaine qu'on a du paysage. Et même de ne pas cacher non plus, en venant de ces nouveaux quartiers, la vision sur la cathédrale et la vision aussi dans un quartier assez particulier, les quartiers Cambarel. Donc, on a beaucoup cherché dans ces sites de voir comment ces musées-là, ce n'était pas un musée seulement pour lui-même, mais c'était aussi une pièce pour la ville, pour activer cet espace et même pour mettre en valeur cet espace, la ville et tout le paysage qui est autour de lui. Et même, il faut dire que ce musée-là, il a aussi une volonté d'être un musée assez pédagogique. Donc là, il y aura plutôt toute l'histoire de Pierre Soulages. Là, on voit, par exemple, cette peinture sur toile de 1946. Donc, il y a toute l'histoire de Pierre Soulages, il y a tous ces outils, il y a toutes ces techniques, parce qu'il voulait même faire, je répète, un musée assez pédagogique. On attend aussi qu'il y aura quelques noirs, non? Mais ils ne sont pas encore là. Hein. Maintenant, on a tous ces eaux fortes, toutes ces peintures sur toile. C'était 46, 46, 49, 55. « 71. Et toute cette histoire du musée vient parce que Rodez, il est très près de Conques. Vous connaissez qu'il a fait les vitrages de Conques. C'est une œuvre majeure de Pierre Soulages. Et à l'époque, les maires de Rodez, il lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces travaux préliminaires de Conques. Parce qu'il a travaillé sur ça pendant 8 ans. Donc il avait beaucoup de matériaux préliminaires. Si tu me donnes tout ça, je vais faire un musée. Donc ça vient aussi, c'est le village natal de Soulages, mais ça vient un peu de la proximité avec Conques et avec cette histoire du maire qui est allé voir M. Soulages pour lui dire, bon, si tu me donnes toutes ces études préliminaires, on va faire un espace pour ça. Et ça a commencé petit à petit. Et Pierre Soulages, il a fait des donations dans des moments avec toute cette peinture. Et maintenant, on attend la 3e et on croit que ça va être la dernière. Après là, on est dans les 73. Ce sont des estampes. 74. Comment il va attraper la lumière dans ces noirs. Hein? Des eaux fortes, nous sommes à 94. C'est joli, hein? Ça fait du beau de voir tout ça. Et aussi, on va voir les outils de Soulages.
toutes les toiles. Hein. On a eu beaucoup de réunions à 7 à Paris avec Pierre et Colette, sa femme. Colette en train de dessiner. Et même ils sont allés sur site voir les chantiers plusieurs fois, 2011. Et aussi à 7, c'est aussi joli l'histoire que Pierre Soulages raconte souvent, comment ils ont bâti cette maison-là à 7, qu'ils sont allés chercher, parce que Colette, elle était de 7, de chercher un endroit pour faire une maison. Et il disait, quand nous sommes rentrés à Paris, ils nous ont demandé est-ce que vous avez déjà acheté une maison. Et ils ont dit non, nous avons acheté un horizon vide. C'est joli un peu cette image d'un horizon vide, non? De cette volonté de relation avec la nature aussi. Donc on voit les musées, ils se déroulent en 3 étages. En 3 étages, il y a l'étage en bas, que c'est pour les réserves. Après, il y a le niveau principal du musée. Et après, il y a le niveau d'entrée. Et on voit aussi tous les plans techniques, non, avec tous les détails. Et on peut montrer même ces niveaux-là. Ça, c'est le niveau toiture. Et ça, c'est le niveau de l'entrée. On rentre par là. Et tout ça, c'est le hall d'entrée, en relation avec une grande salle d'exposition temporaire. C'était très important de dire que pour ces musées, Soulages, il voulait vraiment que c'était un musée très vivant. Donc même il pensait que même si son œuvre c'est intéressant, c'était très important d'avoir un espace des expositions temporaires très grand. Donc elle a 500 mètres carrés et même pendant les processus, si elle faisait dans les processus du projet 490, non, c'était pas assez, c'était pas les 500. Donc c'était très important de dire, bon, on va faire ces musées très vivants, il viendra des gens voir Soulages, mais aussi il viendront des gens voir l'exposition temporaire. Il voulait aussi avoir une architecture puissante pour dire il viendra des gens voir l'architecture. Il veut aussi avoir un restaurant puissant, donc ce sera Michel Bras. Michel Bras, vous connaissez le chef de la Guiole, de dire il viendra des gens manger là. De penser aussi que pour faire un espace vivant, c'est nécessaire plus d'un élément. Hein. Ce n'est pas seulement un élément qu'il fait la différence, c'est plutôt la réunion de différents éléments. Donc on rentre là, on a les halls, on a la grande salle d'exposition temporaire, et puis à droite, on trouve la salle des petits lectures, présentations, qu'elle est faite comme un pont sur la rue qui descend, sur un passage qui met en relation les parcs du Forêt avec la ville en bas. Et de ce côté-là, il y a ce restaurant, cette cafétéria, qui a aussi une entrée indépendante pour que si ça, c'est pas dans les mêmes horaires que les musées.
Donc on est là. Par là, il y a toute la partie administrative. Et après, on descend. C'est le même plan qui communique différemment. Et après, on descend et on rentre dans tout cet espace d'exposition qu'il y a des pièces fermées avec des lumières particulières qui nous montrent différents travaux de soulage. Et celui-là qui est le plus étroit et le plus haut, c'est pour toutes ces pièces qui viennent des conques, pour toutes ces études préliminaires des conques qui sont vraiment très grands. Donc, c'est un peu musée fait à mesure de toutes ces œuvres qu'on connaissait qu'elles seraient dans le musée. Et puis là, bon, il y a cette salle d'exposition temporaire qui va changer différemment. C'est la partie réserve. Et on voit dans ces images-là, ces images qui nous montrent comment ces musées, si on les regarde du par des forêts, c'est quelque chose de très bas, pas puissant. On a ces éléments qui ressortent. Là, c'est pour Conques. Et on voit tous ces paysages au fond. On a l'entrée. Et de l'autre côté, comment il y a toute cette présence un peu plus puissante avec cet élément de Conques qui nous montre le musée. Un peu plus à côté. Non, près, pardon. Et après, ici, il y a tous les travaux en section. Que les plans, quelquefois, ils se montrent assez simples, mais toujours dans la section, on voit la complexité de la construction pour avoir un espace à la fin assez propre. Il y a eu des études de lumière très importantes. On a beaucoup de lumière qui nous viennent de la toiture, avec des études assez complexes. Là, il y a ces ponts qui traversent. Non, cet espace pour Conques, non? Très haut, avec toute la lumière. Comment elle rentre dans cet espace. Ça arrive petit à petit. Hein. Voilà, c'est tout. Merci.
J'ai une question un peu technique, mais la passerelle de Gironne, je crois, la place couverte, et cette passerelle très fine, et en la voyant, je ne comprends pas comment elle tient. Cette passerelle, elle a 40 mètres, non? Elle sauve 40 mètres et elle a été prétensée. Hein? Elle a une section, elle a un côté plus du côté de droite, non, qu'elle est plus fermée, c'est un bon, comment dire, un bon, j'ai pas la parole. Et, poutre, oui, c'est un bon poutre. Et elle a été faite, c'est joli parce que même j'aurais pu amener des photos. Elle a été faite dans un atelier. Elle est venue pendant la nuit avec un transport spécial. Et elle a été déposée tout d'un coup, c'est 40 mètres dans sa place. Et c'est en acier qu'elle a été faite. Elle est complètement faite en acier. Mm-hmm. Si, elle a fait. Et après, elle vient se déposer là. Il a pas mal d'espace où se dépose. Je ne me souviens plus, mais peut-être ça fait 4 mètres d'appui d'un côté et aussi de l'autre. Non, c'est. Attends, non. Non, c'est parce que même parce qu'elle sauve une différence de niveau, donc ça aussi aide à voir encore la poutre plus haute. Donc ici il y a cette rampe là qui nous amène à avoir pour pas tomber un garde-corps, pas très haut, mais ici, parce qu'elle vient en horizontal, elle monte, donc ça lui donne cette inertie d'appui au des côtés. Et de ce côté-là, elle est plus solide, et de l'autre côté, elle devient plus faible, plus transparente. Comme ça, si tu peux t'asseoir là, tu vois même la fleuve qui parcourt dessous, avec les agneaux et tout ça. C'est joli, parce que c'est très différent traité un côté de l'autre. Il y a ces côtés fermés, d'où les fleuves bien, et après ces côtés ouverts, et même là, tu as les bancs pour t'asseoir, pour rester. C'est même pas seulement une passerelle, c'est aussi un espace pour y rester. Tu peux t'asseoir là, il y a les... Attends. Non, il y a les vents là, donc tu peux t'asseoir et tu peux regarder la fleuve qui passe. Oui, bonsoir. Vous avez vraiment bien expliqué les outils par rapport à la question du concept, les dessins, enfin, les encres, etc. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais quand on visite vos bâtiments, il y a une chose qui est très très belle, c'est la matière, toujours. La matière, elle est souvent étonnante. C'est-à-dire que ce soit l'acier, la manière dont il est travaillé, sa texture, sa teinte, etc., les bétons, la pierre, tout ça. Moi, j'aimerais savoir comment vous arrivez à inventer finalement ces matérialités, comment vous arrivez à travailler ça
J'ai bien aimé la photo où il y a votre collègue là parce que ça peut pas juste s'étudier en dessin. À un moment, ces matières extrêmement riches, étonnantes, qu'on voit pas dans la plupart des bâtiments, toute cette invention sur la matérialité, comment vous l'expérimentez, comment vous arrivez à travailler ça? D'un côté, on discute beaucoup quels sont les matériels, quels sont les matériaux les plus qui marchent plus bien avec ces bâtiments. Non, on s'est dit bon, comment on peut bâtir, on peut chercher les tissus de cet espace. On pense beaucoup à ça. On pense beaucoup aussi d'avoir très peu de matériaux. On n'aime pas qu'il y a beaucoup de matériaux parce qu'après, on est attiré pour les bétons, la peinture, les bois. On préfère avoir un matériau et après de les traiter de manière très différente. Donc, si on a les bétons, on aime de l'avoir avec de différentes textures. Si on a l'acier, on aime aussi l'avoir avec de différentes textures. De chercher, on dit quelquefois, la majeure partie des registres pour donner la finition finale bonne, mais en partant de très peu matériaux. Donc on essaie de chercher ces matériaux, mais après comment ces matériels peuvent s'exprimer de manière différente. Donc après, il est possible d'avoir avec ça une unité, mais en même temps une richesse, non? Parce qu'on essaie de faire ça avec les matériaux, comme on essaie même de faire ça avec tout. On dit, on peut comprendre bien le détail, parce qu'on comprend les concepts généraux. Donc à la fin, c'est une histoire à lui-même qu'elle est complète. Donc elle part du concept le plus général et arrive à les détails les plus petits. Mais tu peux attirer ton regard n'importe dans quel stade, dans quelle phase, et de là tu peux même arriver à comprendre la globalité. On dit pour nous c'est un peu comme nous, non? Nous et tout se fait des mêmes éléments. Mais à la fin, tout ça se présente de manière très différente. Nous avons tous les mêmes, deux yeux, nez, bouche. Mais à la fin, chacun de nous il est très différent, même dans la manière à sentir. Donc, on essaie un peu de faire ça, de dire les mêmes matériels, mais exprimés de manière différente, et de voir comment ces matériels et cette expression fait partie du concept général. Donc, on bâtisse petit à petit les concepts, la matérialité, la finition finale, pour à la fin raconter une histoire qui nous rentre dans une atmosphère particulière, que chacun de nous pourra vivre en relation à sa manière de sentir, à toutes ces choses qu'il a, de manière différente. Donc à la fin, c'est même d'avoir une perception particulière, un sentiment particulier, mais c'est toujours cette unité, cette spécificité, mais dans la globalité et la particularité. Pour moi, c'est très difficile à exprimer en français. Mais c'est un peu tout ça de dire comment l'unité et la globalité, c'est la même chose, mais que ça s'exprime de manière différente. Je ne sais pas si ça arrive à répondre à... Une partie de ma question était presque plus matérielle, c'est à un moment comment on expérimente la matière. Est-ce que c'est sur le chantier? Est-ce qu'on fait des essais? Parce que on fait des essais. De matière, elle est quand même incroyable. Elle est vraiment expérimentale. Si. On les fait
dans les chantiers, on les fait aussi à l'agence, on a toujours des pièces, il y a toujours des industriels qui travaillent avec nous, on va à ces ateliers à chercher, à faire des essais, beaucoup. Hein, on essaie beaucoup, on fait beaucoup des essais. On fait beaucoup des essais, et même dans les sites, encore. Parce que même on pense qu'un bâtiment, dès qu'il naît, tel qu'il est fini, on profite tout le temps pour arriver encore plus mieux. Non? Donc, on profite tout, tous les parcours. Est-ce que la démarche est la même pour l'utilisation de la couleur? Parce que dans vos projets, il y a très peu de couleurs, il y a énormément de noirs. Les micros. Oui, je disais, est-ce que la démarche est la même pour la couleur? Parce que dans vos projets, il y a très peu. En fait, il y a l'utilisation de la couleur, elle est très, j'allais dire très simple. Il y a très peu de couleurs. Il y a essentiellement le noir. Est-ce que c'est du fait de vos origines et de ce paysage volcanique issu du basalte qui fait qu'il y a beaucoup dans vos projets vos projets sont très 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 noirs. Enfin, l'utilisation du noir est très présente. Bon, il y a un peu la couleur, c'est un peu comme on parlait avant de matériaux, non? On essaie de ne pas avoir beaucoup de couleurs, mais par exemple, quand on fait des crèches ou quand on fait d'autres choses, ça c'est plein de couleurs. Et quand on dit les noirs, ou quand on dit... peut-être parce que quand on fait des choses noires, ça attire beaucoup. Mais on fait des choses noires, et on fait des choses en couleur, et on fait des choses blanches aussi. Mais on essaie de ne pas mélanger. Quand on prend un bâtiment en acier, on essaie de le faire qu'en acier. Quand on prend de faire un bâtiment en couleur, on essaie de travailler qu'avec des couleurs. Donc, c'est plutôt qu'on essaie pour chaque bâtiment de lui donner une empreinte, une empreinte que ça lui donne sa propre personnalité et son propre être. Et ça peut être noir ou ça peut être couleur. C'est vrai que pour nous, l'acier, on l'aime beaucoup parce que ça se relie beaucoup au paysage, aux feuilles d'automne, aux arbres. Et c'est aussi un matériel qui change sa couleur. Et on aime aussi de faire des bâtiments qui ne restent pas tout le temps si propres, aussi, qu'ils en même temps sentent les temps et qu'ils changent avec les temps. Donc c'est pour ça qu'on a aimé beaucoup l'acier, mais que ce n'est pas les seuls matériels, non? Ça dépend. Ça a pas l'air de marcher, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous m'entendez? Oui. C'était une question aussi un peu technique, c'était par rapport à la salle des fêtes que vous avez faite pour le restaurant. Vous avez dit que pour la toiture, vous aviez fait la déformation naturelle des tubes. Et ma question c'était comment est-ce qu'on déformer naturellement le tube par son propre poids, il arrive par la suite à quand même tenir les contraintes de vent, de neige, de pluie, sans que ça bouge justement. Parce que visiblement, vous avez posé sur deux murs de chaque côté. Et du coup, c'est quand ça bouge. Et deuxième question sur le même projet, c'était vous avez dit que vous avez utilisé du plastique à la place du verre. Et souvent, c'est un matériau que personnellement j'ai très peur d'utiliser dans mes projets à cause de la manière dont il se salit, donc vieillit plastique. Et par conséquent, comment il réagit, comment ça s'entretient, enfin, comment il peut s'entretenir là-dedans avec des fêtes, des rayures, des petits bouches, des pastures, des amertures, comment ça vieillit, comment ça se vieillit. Voilà, ça dépend beaucoup de choses dans une question, mais voilà.
Pour la première, il faut dire que ce type-là, il prend cette forme et ça y est. Donc, ça ne bouge pas. Hein. Ça se tient très fort au mur et c'est tout. Il a pris sa forme et après, on a fait avant beaucoup d'essais, c'est qu'on parlait avant. On avait essayé même sur site comment ça bougeait. Et maintenant, quand il a pris sa forme, il reste comme ça. Ça y est. Et pour les plastiques, si tu dis que si c'est un matériau qui va durer moins que le verre, peut-être. Peut-être. Il faudra... C'est pas pour l'éternité, ça.